Bonjour. Alors, ici, les questions de l'infini. On a une BD qui essaye de présenter les choses. Ça ne va pas être simple parce que on va avoir du mal à le réaliser vraiment. L'infini, c'est quand même quelque chose qui est réservé aux mathématiciens. Mais on peut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. On imagine qu'on a un hôtel qui a une infinité de chambres. Alors, comment il a été fabriqué? On ne se pose pas la question. Il a une infinité de chambres. Et puis, les affaires marchent bien puisque l'hôtel en question a réussi à louer toutes ses chambres. On a des clients dans toutes les chambres. Donc, il y a aussi une infinité de clients. On ne se pose pas la question d'où vient l'infinité de clients. Il y a une infinité de clients dans une infinité de chambres. Bien, donc les affaires marchent bien. C'est ce qu'on appelle l'hôtel de Hilbert. Hilbert, c'est un mathématicien qui a imaginé cette situation. On imagine donc que les affaires marchent bien ce jour-là. Et, manque de chance, il y a un voyageur qui arrive, qui souhaite avoir une chambre, alors que l'hôtel est complet. Eh bien, contrairement à un hôtel qui aurait beaucoup de chambres, un hôtel qui a une infinité de chambres, c'est pas grave, on peut s'en sortir, on peut accueillir un voyageur supplémentaire avec une manipulation qui est relativement simple. Il suffit de faire une annonce à tous les clients de toutes les chambres et leur dire, vous changez de chambre, vous prenez la chambre qui a le numéro double de celle que vous avez maintenant. Donc celui qui est dans la chambre numéro 1, il passe dans la chambre numéro 2, en même temps. Celui qui est dans la chambre numéro 2 passe dans la chambre numéro 4, en même temps. Celui qui est dans la chambre numéro 3 passe dans la chambre numéro 6, et ainsi de suite. À chaque fois, on regarde le numéro de sa chambre et on passe au numéro double. Alors, si on imagine, si on code les choses, disons, avec des numéros, avec les nombres entiers, on a des clients qui sont dans les chambres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et ça continue comme ça. Et chacun va se retrouver dans la chambre numéro 2, 4, 6, 8. Celui qui était dans la chambre numéro 5 passe dans la chambre numéro 10, 12, 14, 16, 18, et ça continue, 20, 22, etc. Si bien que maintenant, mon infinité de clients, elle est aussi dans une infinité de chambres, mais elle se retrouve à avoir dégagé aussi une infinité de chambres, toutes celles qui ont un numéro impair sont vides. Donc d'une part, je peux mettre mon client dans la chambre numéro 1, par exemple, mais d'autre part, j'ai encore toute une réserve de chambres qui sont vides maintenant, pour d'autres clients éventuels qui viendraient et qui demanderaient une chambre. J'ai encore de la place, même pour une infinité de clients. Ça fait une grosse différence avec le fait de s'arrêter à 10, 100, 1000. Si je m'arrêtais à 1000, je ne pourrais pas dire à celui qui est dans la chambre numéro 1000, tu passes dans la chambre numéro 2000. On est obligé de s'arrêter à un moment donné si on a un nombre fini de chambres, même si c'est très grand. Mais si on a une infinité de chambres, ça marche. Alors, il y a des choses comme ça qui sont assez curieuses avec l'infini, disons, parce que c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas intuitif. Quand on essaye de trouver une définition de l'infini, on se réfère aux grands anciens, par exemple à Euclide dans l'Antiquité grecque, et on regarde ce qu'ils disent. Ben, Euclide, il annonce que le tout est plus grand que la partie. C'est-à-dire qu'un ensemble est toujours plus grand qu'un de ses sous-ensembles. Le tout est plus grand que la partie, c'est quelque chose qui paraît parfaitement intuitif et qui est faux ici dans cette situation. Si on regarde cette ligne-là, je devrais avoir tous les entiers à partir de 1, et il y en a une infinité comme ça. Ici, j'ai seulement les entiers pairs. Donc il est clair que la deuxième ligne, elle devrait être contenue dans la première. Donc a priori, ça, c'est une partie de la première ligne. Et pourtant, il y en a autant. Puisque j'ai réussi à faire ce qu'on appelle une correspondance terme à terme, ou une bijection, en envoyant le client de la chambre numéro 1 dans la chambre numéro 2. Mais celui qui est dans la chambre numéro 2, il correspond à celui qui était dans la chambre numéro 1. Celui de la chambre numéro 2, il est passé dans la chambre numéro 4, et celui qui est maintenant dans la chambre numéro 4, il était dans la chambre numéro 2. Donc, le client me sert à faire ce qu'on appelle une bijection, une correspondance terme à terme. À chaque chambre, j'ai associé une autre chambre. À chaque numéro, j'ai associé un autre numéro. Et donc, il y a exactement autant, je peux faire une correspondance terme à terme, autant de termes dans une ligne que dans l'autre, et pourtant celle-là, elle est strictement contenue dans celle-là. Cette ligne-là, c'est intuitivement la moitié de celle-là. Eh bien non, c'est pas vrai, c'est pas seulement la moitié, c'est aussi gros. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui n'est pas intuitif a priori. Les intuitions qu'on a, ça concerne le fini. Et quand on est en train de parler de l'infini, souvent on est amené à dire des bêtises parce que le réflexe qu'on a priori concerne des ensembles qui sont finis et on est en train de parler d'ensembles qui sont infinis. Personne ne pourra nous chasser du paradis que Cantor a créé pour nous.
Ça, c'est ce que dit David Hilbert donc en 1925 à propos des travaux de Cantor. Cantor, c'est un mathématicien du 19e siècle et c'est quelqu'un qui regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe pour l'infini en mathématiques et qui montre, disons, qu'à partir du moment où on accepte l'idée de l'infini, le fait qu'il y ait des ensembles infinis, eh ben, on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et qu'il faut que tout le bras y passe, que tout le corps y passe. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ce qu'on croyait à propos de l'infini. On suppose qu'on a un ensemble infini. Ici, on a des entiers naturels, par exemple, ou des entiers paires, des choses comme ça. Ça, c'est des ensembles infinis. Eh ben, les choses vont se compliquer à partir du moment où on va arriver au nombre réel. On va se rendre compte que les choses se compliquent pas mal par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que dit Cantor, c'est que la correspondance qu'on a réussi à mettre ici entre deux ensembles infinis, on ne réussira pas tout le temps à la mettre. Et en particulier, pour les nombres réels, on ne réussit pas à les numéroter comme ça, à dire il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, etc. On ne pourra pas les étiqueter avec les éléments, les entiers naturels, les éléments de l'ensemble des entiers naturels. Alors comment il s'y prend? Ben, il regarde juste les nombres réels compris entre 0 et 1. Alors il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément très bien à propos des nombres réels, c'est que pour l'essentiel, un nombre réel, c'est quelque chose, par exemple, entre 0 et 1, c'est quelque chose qui va s'écrire sous la forme, mettons, 0,3, 1, 4, 1, 5, etc. On va avoir comme ça un certain nombre de décimales. Et ça, il y a une infinité de décimales, et on imagine que c'est quelque chose qui fonctionne sans problème, qui est caractéristique de chacun des nombres. Chaque nombre a une écriture, chaque écriture correspond à un nombre. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on pourrait se retrouver avec deux écritures. Disons, si on regarde le nombre 0,99999, et on continue comme ça avec que des 9. Indéfiniment, c'est toujours des 9. Alors, si on regarde ce nombre-là, on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose qui est très proche de 1, mais qui s'écrit avec que des 9. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas très proche de 1, c'est 1. C'est la même chose que le nombre 1,0000, et on continue avec que des 0. Ça, c'est quelque chose qui montre qu'il peut y avoir deux écritures pour le même nombre. On pourrait avoir deux écritures pour le même nombre. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce nombre-là et celui-là, c'est bien les deux mêmes? Ben, il suffit de faire quelques petits calculs vite fait. Je multiplie ça par 10, par exemple. Mettons que celui-là, je l'appelle petit a. Et je calcule 10a. Ben, 10 fois petit a, c'est simplement 9,9999 et que des 9. C'est-à-dire que c'est 9 plus 0,999999, c'est-à-dire a. Et maintenant, quand on regarde, 10a égale 9 plus a, ça veut dire que 9a est égal à 9 et que donc a est égal à 1. Donc l'écriture qui est ici correspond au nombre 1 qui s'écrit comme ça. Donc on a deux écritures. Ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est celle qu'on va garder, et celle-là, c'est celle qu'on va rejeter. On garde celle-là, on dit qu'elle est propre, et on jette celle-là, on dit qu'elle est impropre. Donc, on ne veut pas de cette écriture-là, de façon à pouvoir repérer les nombres réels juste avec les écritures. Mais ce qu'on rencontre ici, c'est quelque chose qu'on rencontre chaque fois qu'il y a des 9. À partir d'un moment, c'est tout le temps des 9. C'est-à-dire que si on regarde le nombre 0,2499999, et on continue comme ça, on ne met que des 9 derrière, c'est la même chose que si on mettait des 0 partout. Juste avant les 9, ben, on rajoute 1 ici, donc on passe à 5, 2, 0. 0,25 ou 0,249999, c'est la même chose. Donc, à part ça, c'est vrai qu'à un nombre, on va pouvoir faire correspondre une écriture. À une écriture, on pourra faire correspondre un nombre si on rejette systématiquement toutes les écritures impropres. Alors, si on essaye de classer, si on imagine que les nombres réels coincés entre 0 et 1 sont étiquetables comme ça, avec le premier, le deuxième, le troisième, etc., on ne sait pas bien qu'est-ce qu'on va trouver, eh bien, Cantor dit c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, il fait ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Il dit, supposons que les nombres compris entre 0 et 1, toutes les écritures décimales, à part les écritures impropres, que toutes les écritures puissent s'étiqueter, qu'il y en ait une qu'on appelle la première, qu'il y en ait une qu'on appelle la deuxième, la troisième, la quatrième, et qu'on réussisse à les passer en revue toutes comme ça, qu'il n'en manque pas. Ben, il dit ça ne marche pas, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Alors pour ça, si on regarde ici, supposons qu'on ait réussi, que ça, par exemple, ce soit le premier nombre, que celui-là, ce soit le deuxième,
celui-là le troisième, celui-là le quatrième, et qu'on continue comme ça, et qu'on réussisse à passer en revue tous les nombres compris entre 0 et 1. Alors, il y a ce qu'on appelle maintenant le procédé diagonal de Cantor. C'est quelque chose qui ne marche pas, parce qu'on va pouvoir créer un nombre, mais en fait beaucoup de nombres, qui ne sont pas dans la liste ici. C'est ce que dit Cantor. Et comment il procède? C'est très simple. Il dit, je fabrique un nombre, 0, virgule. Qu'est-ce que je mets comme première décimale? Je mets ce que je veux, sauf la première décimale du premier nombre. Donc je vais regarder ici. Il faut que je mette un chiffre ici. Je regarde le chiffre qui est ici, c'est un 3. Je ne veux pas de 3. Et je ne veux pas non plus que ça puisse me faire un développement impropre, donc je vais rejeter systématiquement les 9. Donc je veux mettre ici quelque chose qui soit ni 3, ni 9. J'ai le choix, il y a 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je mets n'importe quoi, par exemple 4. Ça, c'est le premier chiffre de mon nombre. Mais j'ai plein de choix. J'aurais pu en mettre, j'avais le choix entre 8. Le deuxième chiffre ici, je vais regarder le deuxième nombre. Et je vais regarder son deuxième chiffre. Je dis, je ne veux pas de 7, ni de 9. Donc ici, en deuxième chiffre, je mets ni 7, ni 9. Donc, par exemple, 4, ça continue à marcher. Je peux décider de mettre un 4. Le troisième chiffre, c'est pareil, je ne veux pas de 7, puisque le troisième chiffre, c'est un 7 ici, et je ne veux pas de 9. Donc, je suis dans la même situation, ni 7, ni 9. J'ai le choix entre 8. Par exemple, je mets un 0. Mais j'aurais pu mettre n'importe quoi, à condition que ce soit ni un 7, ni un 9. Ici, le quatrième chiffre du quatrième nombre, c'est un 9. Donc, je veux ni 9, ni 9, donc je ne veux pas de 9. Donc, je mets ce que je veux, par exemple un 8. Et je continue comme ça. Et je fabrique un nombre qui est une infinité de nombres, en fait, hein, qui est tel que son premier chiffre, ce n'est pas le premier chiffre du premier nombre. Son deuxième chiffre, ce n'est pas le deuxième chiffre du deuxième nombre. Son troisième chiffre, ce n'est pas le troisième chiffre du troisième nombre, etc. Et maintenant, si je regarde ce nombre-là par rapport aux autres, je dis ce nombre-là, ce n'est pas le premier, puisque le premier chiffre, ce n'est pas le premier chiffre du premier nombre. Ils n'ont pas le même chiffre en première position, donc ce n'est pas le même nombre. Donc celui-là est différent du premier nombre. Si je regarde le deuxième chiffre, pour le deuxième nombre, j'ai fait ce qu'il fallait pour que le deuxième chiffre qui est ici ne soit pas le deuxième chiffre du deuxième nombre. Donc ce nombre-là ici, ce n'est pas celui-là. Je regarde le troisième, son troisième chiffre c'est un 7, je me suis arrangé pour que ici, ce ne soit pas un 7. Donc ce troisième chiffre n'est pas le même qu'ici, donc ce nombre-là, ce n'est pas le même que celui-là. Je passe au quatrième, ici j'avais un 9 en quatrième position, ici je n'ai pas un 9 en quatrième position. Donc c'est pareil, ce nombre-là, ce n'est pas le même que celui-là. Et ainsi de suite, je vais regarder le cinquième nombre, son cinquième chiffre, j'aurais fait ce qu'il faut pour ne pas avoir pris le même chiffre. Le sixième nombre, le sixième chiffre, j'aurais fait ce qu'il faut pour ne pas avoir pris le même chiffre, et ainsi de suite. Si bien que finalement, le nombre que je fabrique ici au fur et à mesure est quelque chose qui n'apparaît pas dans la liste ici. Mais quand je dis le nombre, en fait, j'aurais pu en fabriquer ici une infinité. Il y a énormément de nombres qui n'apparaissent pas dans cette liste-là. C'est-à-dire que les nombres compris entre 0 et 1, les nombres réels compris entre 0 et 1, sont beaucoup plus nombreux que les entiers naturels. Donc on a un ensemble infini avec les entiers naturels, on a un ensemble infini avec les nombres réels compris entre 0 et 1. Eh bien, ce n'est pas simplement deux ensembles infinis, il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Et à partir de là, on a commencé à mettre le bras dans l'engrenage, disons, et à partir de là, tout va y passer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer une infinité d'ensembles infinis avec des infinis de plus en plus gros. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué à l'époque de Cantor, les autres mathématiciens du 19e siècle. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas été apprécié. Et d'une certaine façon, à l'époque, il y avait un certain dogme, disons, qui a fait que le pauvre Cantor a subi une cabale, disons, et a mal vécu la réaction de ses collègues. Et finalement, à force de dire qu'il était fou, il a fini par le devenir, et il est mort en hôpital psychiatrique, le pauvre. Et en fait, c'est lui qui avait raison. Et c'est lui qui a donné l'idée de cette infinité d'ensemble infini, qui crée le paradis dont Hilbert parle dans sa citation. L'infini ne sert pas simplement à énumérer des éléments dans un ensemble, c'est aussi quelque chose qui peut se faire en action, c'est-à-dire de façon dynamique. Essayer de faire une infinité d'actions, et non plus de façon statique, simplement compter des choses, mais carrément essayer de faire une infinité d'actions. Par exemple,
faire une infinité de calculs. Si j'essaye, 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Si je m'arrête à cet endroit-là, c'est beaucoup de calculs, mais ce n'est pas une infinité. Si je continue indéfiniment, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a moyen de faire une infinité de calculs, une infinité d'addition, par exemple? Ici, on a l'impression que chaque fois qu'on ajoute 1, on ne fait que passer à l'entier suivant, l'entier suivant, l'entier suivant, puis finalement, bon, ça part petit à petit à l'infini. Si on essaye un autre calcul de ce type, 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, et on continue comme ça, à l'infini, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on peut donner un sens à cette chose-là? Au démarrage, on a 1, moins 1, ça fait 0, plus 1, ça fait 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça ne va jamais être ni 1 ni 0, puisque chaque fois qu'on sera arrivé à 1, la fois d'après ce sera 0, la fois d'après ce sera 1, etc. Donc, ici, ça devient difficile de donner du sens à cette infinité d'opérations. Donc, c'est quand même assez délicat aussi d'essayer, avec l'infini, de faire une infinité de choses, une infinité de fois quelque chose, ou une infinité d'opérations, une infinité de mouvements, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut ici regarder par rapport à un problème, disons, concret. Si on imagine que ces choses-là vont être des espèces de briques, ça ressemble à des petites briques, on va les appeler des briques, et si je les empile, comme on fait dans la construction, bon, ben, je peux les empiler, faire une pile de briques comme ça, de plus en plus haut. La question qu'on peut se poser à propos de ça, c'est est-ce qu'il y a moyen de les empiler de façon à ce que, finalement, on avance un petit peu, la brique d'en haut avance, et puis elle avance par rapport à celle d'en dessous, puis elle avance par rapport à celle d'en dessous. Zut, alors c'est tombé. Est-ce qu'on peut les empiler de façon à faire avancer la brique qui est en haut par rapport à celle d'en bas le plus possible? Si on regarde, si je le fais avec, en avançant un petit peu moins, pas trop quand même, bon, ben, je vais pouvoir en empiler beaucoup. Si je dispose d'une infinité de briques, est-ce que je vais pouvoir les empiler comme ça et de combien je vais avancer? Ici, je n'avance pas énormément par rapport à la brique qui est en dessous. Et puis, plus ça va, plus j'ai du mal à vérifier la latéralité ici. Hein. Mais, oh, zut alors, c'est tombé. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que la pile de briques ici ne tombe pas et que la brique qui est tout en haut avance le plus possible par rapport à la brique qui est tout en bas, celle sur laquelle finalement elle est portée. À propos d'une infinité de mouvements, il y a un mathématicien grec de l'Antiquité qui s'appelle Zénon d'Élée. Zénon dit le mouvement est impossible. C'est-à-dire, si j'essaye de faire un mouvement, par exemple simplement marcher de 2 pas comme ça, il dit que ce n'est pas possible de faire ça. Pourquoi ce n'est pas possible de faire ça? Je ne l'ai pas fait donc. Pourquoi ce n'est pas possible de faire ça? Parce que ce qu'il dit, c'est qu'avant de faire les 2 pas, il faut que je fasse d'abord un pas. Et puis maintenant, il me reste un pas à faire, mais avant de réussir à faire le pas en question, il coupe en 2 et il dit il faut que je fasse un demi-pas. Et puis une fois que j'ai fait ce demi-pas, il me reste un demi-pas à faire. À ce moment-là, il dit il faut encore faire la moitié de ce demi-pas, c'est-à-dire un quart de pas. Puis ensuite, la moitié de ce qui reste, il reste un quart de pas, donc un 8e de pas, un 16e de pas, un 32e de pas, etc. Et je ne réussirai jamais à poser le pied, d'après lui. Et donc je ne réussirai jamais à faire le 2e pas, parce qu'il a découpé comme ça le mouvement en une infinité d'étapes, et donc en une infinité de mouvements élémentaires, disons. D'abord avancer d'un pas, avancer d'un demi-pas, un quart de pas, un 8e de pas, un 16e de pas, etc. Alors évidemment, Zénon se trompe, il le sait. Il sait bien que le mouvement existe, il l'a déjà rencontré, il l'a déjà fait. Il se trompe parce que quand il découpe le mouvement en une infinité d'étapes comme ça, il découpe les espaces en une infinité d'étapes, mais en même temps, il fait semblant d'oublier qu'il découpe le temps en une infinité d'étapes. Et que si j'ai mis, mettons, 1 seconde pour faire un pas, quand je vais faire le demi-pas qui reste à faire ici, je ne mettrai pas 1 seconde, je mettrai une demi-seconde. Pour le quart de pas, je mettrai un quart de seconde, etc., etc. Et donc, en fait, le mouvement est tout à fait possible. La preuve, j'avance un pas en 1 seconde, et puis finalement l'autre pas en 1 seconde, même si je fais une infinité d'étapes pour décrire ce mouvement, j'ai quand même réussi à le faire. Mais disons que ça se traduit par le fait que la somme 2, qui est le nombre de pas, c'est la somme de 1 plus 1 demi, 1 quart, 1 8e, 1 16e, 1 32e, 1 64e, etc.
C'est-à-dire qu'on peut écrire le nombre 2 comme une infinité de calculs. 1, plus 1,5, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, plus 1 32e, etc. Reprenons les briques, on essaye de faire une pile et on essaye de faire avancer la brique le plus possible en haut par rapport à celle d'en bas. Donc avec 2 briques, c'est relativement facile. Pour empêcher que ça tombe et pour que ça avance, ben, il faut faire en sorte que le centre de gravité de cette brique-là ne se décale pas par rapport au bord de la brique. Tant que je suis avant le bord de la brique, tout va bien. Mais si je vais dépasser ici, si je lâche, ça tombe. Donc la position critique, disons, ça va être d'avoir le centre de gravité juste à la verticale du bord de la brique d'en dessous. Maintenant, cette chose-là tient. C'est une pile qui tient. Et si je ne suis pas trop maladroit, je peux même carrément la déplacer sans en faire tomber. Donc je peux la déplacer et la poser sur une autre brique. Et maintenant, ces 2 briques sont ensemble ici. Et je peux les faire avancer comme si elles étaient collées. Elles ne le sont pas, mais comme si elles étaient collées. Je peux les faire avancer par rapport à la brique d'en dessous. Tant que je n'ai pas dépassé le bord de la brique avec le centre de gravité de l'ensemble. Donc si on reprend, ici, j'ai un ensemble qui tient à peu près, parce que c'est quand même limite, puisque j'ai le centre de gravité qui est quasiment au bord de la brique. Et sur cette brique-là, tant que je n'ai pas trop avancé, tout va bien. Donc je vais faire pareil, je vais essayer de faire en sorte que le centre de gravité de ces 2 briques ici, ensemble, viennent quasiment au bord de la brique qui est en dessous. Une fois que j'aurai fait ça, mettons que ce soit ça, une fois que j'ai fait ça, maintenant j'ai un ensemble, c'est pas collé, mais c'est comme si ça l'était. Et c'est toujours pareil, si je ne suis pas trop maladroit, je vais réussir à le soulever et à poser une brique en dessous. Maintenant j'ai un ensemble de 3 briques. Son centre de gravité, ben, pour le moment, il passe à travers la brique d'en dessous, donc tout va bien. Si je déplace ici, tant qu'il reste à travers la brique d'en dessous, tout va bien. Tant qu'il est à la verticale de la brique d'en dessous, tout va bien. S'il dépasse le bord de la brique, ça tombera. Donc il faut y aller doucement. Est-ce qu'on est dans la situation de Zénon délai, où je faisais un pas, plus un demi-pas, plus un quart de pas, etc. Est-ce que je fais une demi-brique, un quart de brique, etc. Si on regarde, ah, ça bascule, mais c'est l'ensemble qui bascule, parce que c'est l'ensemble dont le centre de gravité a dépassé le bord de la brique. Donc si on reprend, hein, comme ça, il y a un moment où je vais réussir à être limite. Et quand on regarde ce dont on est en train d'avancer, ici il y a grosso modo une demi-brique, ici ça a l'air d'être un quart de brique, mais là ce n'est pas la moitié du précédent. Donc on n'est plus dans la même situation. En fait, si on prend, donc c'est pareil, hein, je peux recommencer, si je soulève ici, en n'étant pas trop maladroit, parkinsonien, jusque-là, ça va. Je peux avancer l'ensemble ne va pas tomber, ou bien il va tomber d'un seul coup, et ensuite ça se séparera, mais c'est clair ici qu'on n'est pas systématiquement à la moitié de la longueur précédente. Donc on est dans une autre situation, on est quasiment, quand on regarde la brique d'en haut, elle est quasiment en porte-à-faux par rapport à la brique d'en bas, en simplement 5 briques. Donc l'idée, en glissant les briques les unes en dessous des autres comme ça, c'est qu'on réussit à faire avancer finalement la pile. De combien on va réussir à faire avancer? Est-ce que c'est d'une brique? Est-ce que c'est 2 briques, comme dans l'histoire de Zénon? Ou est-ce qu'il y a autre chose comme limite? Ou est-ce que ça part à l'infini? Si on exprime tout en fonction des longueurs, de la longueur de départ, c'est-à-dire ici une demi-brique, en fait, ce qu'on a, c'est une demi-brique plus la moitié d'une demi-brique, plus le tiers d'une demi-brique, plus le quart d'une demi-brique, le cinquième d'une demi-brique, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la somme qu'on est en train de faire ici, pour regarder la première brique, la brique d'en haut avancée par rapport à celle d'en bas, la somme qu'on est en train de faire ici, c'est 1 plus 1 demi, plus non pas un quart, mais un tiers, plus un quart, plus un cinquième, plus un sixième, et ça continue comme ça, avec tous les entiers, toutes les fractions, dont les dénominateurs sont les entiers successifs. Hein, on pourrait dire que ça, c'est 1 sur 1, sont les entiers successifs. Ça augmente petit à petit, on voit que ça a commencé à pas mal avancer. Est-ce que ça fait comme pour la somme de Zénon? Est-ce que ça s'arrête à 2? Est-ce que ça s'arrête à autre chose?
Par exemple, si on fait le calcul pour les 300 premiers termes, on trouve comme résultat 6,28, ce qui est assez étonnant. Ça veut dire que finalement, si on réussit à avancer suffisamment, à mettre suffisamment de briques les unes en dessous des autres, à ne pas être maladroit, eh ben on va réussir à atteindre une longueur de 6 demi-briques. Hein, jusqu'où on peut aller comme ça? En fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que cette chose-là part à l'infini. C'est-à-dire que c'est vraiment tout doucement, mais ça réussit à partir à l'infini malgré tout. Et donc, si on regarde le résultat qu'on pourrait obtenir avec une pile qui commence à faire intervenir un grand nombre de briques, là, on en est à peine plus de 10. On pourrait continuer avec 1000, avec 10 000, etc. On voit qu'on a une espèce de forme ici qui apparaît. Et en fait, la forme en question, c'est la courbe du logarithme. Si on la regarde dans ce sens-là, c'est la courbe du logarithme. C'est-à-dire qu'ici, on s'écarte, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et finalement, ça va partir à l'infini, mais en prenant vraiment beaucoup, beaucoup de temps, quoi.